Hmm. Ah, je dirais toujours, il est passionnant, ce mec-là. On pourra rien me dire sur l'individu là. Euh, il est le joueur le personnage dans l'histoire du football français le plus passionnant et autres. Je dis pas que Zidane et Platini ne sont pas passionnants. Loin de moi l'idée de dire ça. Je ne dis pas que Platini, les trucs que je vous ai toujours dit, mon amour, Michel Platini est de sa génération. J'attends de faire un sujet. J'ai déjà fait un sujet sur le Cameroun des années 80. J'essaierai de faire un sujet sur l'équipe de France des années 80. Comment ce truc-là, si les Français devraient être fiers d'une génération de l'équipe de France, c'est bien celle-là. Puisque 98 et autres, tout celle-là incarne quelque chose que j'aurais voulu voir beaucoup en France la plupart du temps. Mais bon, ce n'est que mon avis avec cette équipe de 80. Et c'est assez marrant qu'un gars comme moi qui a grandi avec la génération Zidane, j'aime beaucoup plus celle des années 80 que j'ai découvert après. C'est ça, c'est pas même pour l'équipe du Cameroun, hein, j'ai un peu ce truc-là. J'ai grandi avec l'équipe du Cameroun de Eto'o, Mboma, Sombanak. Mais paradoxalement, je sais pas, je kiffe plus celle des années 80. Et je pense que mon état d'esprit résonne beaucoup plus avec celle des années 80 que l'équipe là. Bref, Kylian nous est revenu avec une interview pour le truc de l'équipe, qui a une interview qui a été XXL, puisqu'on n'a pas seulement interviewé, on a interviewé des membres de sa famille, son entourage proche, et je pense que c'est son interview la plus vraie. Je dirais pas que les autres étaient fausses, mais la plus voilà, sans filtre. Une interview sans filtre où il est passé à une deuxième phase de sa carrière. Au début, il y avait le produit marketing qu'il avait réussi à créer avec que sa mère avait réussi à créer avec lui, même s'il donnait toujours des interviews foncièrement intéressantes. Les interviews de Mbappé étaient intéressantes et autres et tout. C'est pour ça, dès qu'il parle, je veux savoir ce qu'il a, qu'elle dit, je veux savoir ce qu'il pense, je veux savoir ces trucs, parce que le gars, il est intéressant. Ça, que vous l'aimez ou pas en France, hein, je sais souvent que les gens veulent dire, oh, vous faites comme si c'est Einstein. Pour un footballeur, c'est rare de voir un footballeur aussi intéressant que le mec. C'est très rare. Très très rare. Très très rare. Et j'en ai vu des trucs et tout. C'est très rare, et surtout à ce jeune âge. À 26 ans comme ça, là. Il a que 26 ans. On oublie, on fait comme s'il en a 33. Il en a que 26 ans. Mais moi, je le reste convaincu. Ousmane Dembélé va peut-être être Ballon d'Or ou quelque chose comme ça, et tout. Je reste convaincu que c'est le plus grand joueur français de tous les temps. Hein. En termes d'impact, en termes d'impact même politique, même à un moment donné, comme je vous expliquais avec le rôle qu'il a joué un peu pour Macron à un moment donné. Puisque Macron voyait en lui et tout, il est arrivé à un truc que j'avais jamais vu en France. Que j'avais rarement vu en France. Zidane n'avait pas eu ça, Platini n'avait pas eu ça, il y avait que Mbappé qui avait eu ce genre de traitement qui pouvait rappeler un peu ce que Pelé avait eu au Brésil un peu. Les gens vont me dire qu'est-ce que je raconte. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ce truc-là. Mbappé, à un moment donné, en France, en tout cas avec le président sur l'aspect politique, il était traité comme un peu Pelé au Brésil, à son époque. Je crois, et je le répète encore, je le dis, c'est un peu, je pense un peu ce qui a fait un peu l'amitié entre les deux personnages. Ils ont un peu pu lier parce que Pelé voyait en lui un peu, je dis pas son héritier, hein, parce qu'il ne se ressemble absolument pas footballistiquement, mais dans son histoire qu'il racontait, il voyait un peu des similitudes. Il dit, ah, tu as un peu l'outil politique que j'ai été dans mon pays à un moment donné. Donc il a raisonné un peu avec ça. Il a raisonné un peu avec ça et je peux comprendre qu'ils ont un peu connecté avec ça. Et c'est ça un peu avec Kylian. Il est en train de raconter une histoire très intéressante des personnages du football français. Il incarne quelque chose de l'époque. Mais ce qui le rend un peu, comment dire, ce qui le rend un peu dommage, un peu, et j'aime bien aimer, c'est même dans l'after foot et tout, en écoutant un peu ça que j'ai bien aimé un peu ce que Riolo a dit là.
l'unanimité ne la fera pas un peu comme les autres champions du passé. C'est-à-dire comme les Zidane et les Platini et tout, pour la simple et bonne raison que la société française a changé. Elle est beaucoup plus fracturée qu'à l'époque. Elle est beaucoup plus fracturée qu'à l'époque. Et aussi la prise de position sur politique un peu que certains joueurs en France ont eu sur le truc des policiers, critiquer je sais pas, il s'appelle plus le FN ou autre et tout, a dérangé une certaine partie de la France. Des gens comme Platini, des gens comme Zidane n'avaient pas ne parlaient pas de ça, ils essayaient de ne pas parler de politique. Je pense que c'est la première génération, je dirais même la première génération de footballeurs français qui parlent de politique ouvertement comme ça. L'ancienne génération ne le faisait pas, à part Thuram. Quand je pense, par exemple, le seul qui essayait de faire, c'était Thuram. Plus ou moins, et Thuram, on l'avait plus ou moins isolé. Mais ça a eu du poids quand Mbappé a commencé à être le gars qui en parlait. A plus ou moins évoqué ça. Parce que c'est Mbappé. C'est pas la même chose que Thuram. Thuram était un grand joueur français, certes, mais il était isolé. Je me rappelle quand Thuram faisait ses trucs, vous vous rappelez même le truc où il avait invité des enfants de banlieue au Stade de France, où il avait payé les tickets, je sais plus c'était quel match dans le truc, même des prises d'opposition qu'il a toujours sur Thuram, c'est un négrophile, hein, un pur négro, hein. Lui il ne blague même pas avec dessus, hein. Il n'est même pas, il est tellement dans son truc sur la cause noire en France et tout. Le gars il est tellement truc que même il est tellement pro black que je l'ai jamais vu avec une femme blanche, hein. Même les femmes qu'il a eues, c'est toujours des femmes noires. Thuram, je fais un peu de digression. Thuram, lui, il est vraiment dans ce délire Malcolm X là. Et c'était le seul à l'époque en 98 et tout. On va me dire, oh, un footeur ne doit pas parler de politique ou quelque chose comme ça. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de voir ce qu'un... j'aime bien voir un sportif parler de société. De problèmes de société et de problèmes politiques. Vous avez dit c'est pas son rôle, mais moi j'ai dit non, moi j'aime bien voir ça. On peut ne pas être en accord avec ce qu'il dit, mais moi j'aime voir des sportifs et autres et tout. Mohamed Ali n'hésitait pas à mis sa carrière même en jeu au prime de sa vie pour ses opinions politiques. Il y a toujours eu des gens qui ont des opinions. Parfois il y a d'autres qui ont des opinions politiques un peu limites. Par exemple Di Canio, par exemple. Di Canio, je pouvais voir qu'il avait des opinions politiques assez limites, mais c'était ses opinions. Ses opinions. Je suis bien d'accord que le sport, parce que le sport, c'est pour faire un peu une digression dans ce que je fais, le sport, c'est quelque chose de politique. Qu'on le veuille ou pas, le sport, c'est un outil politique. Et s'il y a des joueurs qui veulent souvent évoquer certaines opinions dans des trucs de société, un truc là-bas, moi, ça me dérange pas, hein. Et le problème, bon, les gens vont me dire, oh, c'est dans le timing que ça a été fait. Par exemple, quand Dugarry a expliqué que le problème n'est pas leur opinion politique, qu'ils les avaient fait en plein euro. C'était ça un peu le problème et tout. Je peux comprendre un peu que ça a énervé les gens. Mais moi, comme je dis, si on te pose une question et que tu leur réponds et que tu essayes de trucs sur la politique qui se passe dans ton pays, moi, ça me dérange pas. Et pourquoi ça dérange? Parce qu'on a tapé le Front National un peu. Je sais plus comment on appelle le truc. Maintenant, j'ai envie de poser la question. S'il y avait eu un joueur qui avait vanté plutôt les idéologies du Front National en équipe de France, est-ce que ça vous aurait dérangé? Vous nous avez dit, ah, il ose parler de nos problèmes. Pour les supporters du Front National, s'il y en a certains qui m'écoutent. S'il y avait eu un mec à l'Euro 2000 qui parlait plutôt en faveur des trucs de Front National, est-ce que ça vous aurait énervé? Vous aurez champion le gars là. Donc vous pouvez pas prendre de prétexte à dire ah non, on n'a pas le droit de parler de politique quand ça n'est pas des comment on appelle ça, quand ça ne va pas dans le sens de ce que vous voulez partager.
Parce que si c'était quelqu'un qui parlait de vos opinions politiques et qui était en faveur de ça, vous serez en train de le champion comme votre champion. Il y en a plein là, comment s'appelait même encore le boy de MMA là, qui n'hésitait pas à parler des trucs qui étaient très pro-Front National et autres. Je connais même des gars qui sont ici à Dakar et autres tout que je discute, ils sont souvent Front National et je discute avec eux, ils essaient un peu de m'expliquer pourquoi ils votent alors qu'ils sont en Afrique. J'en ai plein comme ça que je discute ici. Tu sais, moi je suis quelqu'un de très ouvert, hein. Moi je vais t'écouter et je vais voir ce que tu veux dire. Et souvent même les gars là me respectent beaucoup. Parce qu'ils voient que je suis quelqu'un qui arrive à beaucoup leur parler et autres et tout, et que je respecte toute opinion et que je suis toujours ouvert à la discussion, quoi. Pour savoir un peu quel est ton fond de pensée, et je te montre, j'essaie de voir un peu comment je pourrais te mettre en face de tes contradictions un peu. Et c'est la même chose quand j'ai vu les gars attaquer, je fais un peu ces longues digressions là, quand j'ai vu les gens attaquer, les Marcus Thuram, les Kylian Mbappé à l'Euro 2020, oui, ils parlent de politique, ils parlent de pourquoi ils parlent de politique alors qu'on a un truc, j'ai dit, ouais, j'entends bien qu'on est à l'Euro, on ne doit pas parler de ça. Et je pose encore la question, s'il y avait un gars là-bas qui avait parlé des opinions politiques, Front National, truc, en plein conférence de presse là. Vous, les gars que je vois qui a attaqué les Kylian, les Thuram et autres, vous ne l'aurez pas fait. Vous aurez champion ce mec. Il ose parler de nos problèmes. Oui, on t'aime. Maintenant, il y a toujours cette petite hypocrisie, mauvaise foi française qui est parfois agaçante, que dès qu'on ne parle pas de leur sujet, ils commencent à venir dire, oh oui, non, pourquoi on fait le truc de la politique? Je dis, pardon, arrêtez. C'est parce que le négro a dit qu'il n'aime pas le FN et tout, c'est pour ça que ça vous a fait exciter. Dérangez pas les gens. Vous connaissez trop je comprends trop bien ce pays-là. Même si j'ai pas vécu trop peu, j'ai été 1 ou 2 fois, mais j'ai compris que je ne me mettrais jamais, je pourrais pas je pourrais pas être quelqu'un qui vit en Europe. Pas du tout. Surtout en France et surtout dans le truc. En Europe, je pourrais pas. Il y a une mentalité européenne, je peux pas vibrer. J'aime bien voir ça de loin, être bien ici, tranquille en Afrique, avec des gens qui me ressemblent. Parce que venir dans une société où ta peau dérange un peu les gens, c'est pas très agréable, et vivre avec des gens qui te ressemblent, c'est plus agréable. Je pense que c'est un peu mieux et tout. Donc voilà un peu pour ma réflexion et tout. Et il a été à cœur ouvert, Kylian. Il a plus ou moins évoqué sa carrière, il a plus ou moins évoqué le truc, des éléments un peu de sa vie privée. On va me dire un peu qu'il y avait une sorte de culte de la personnalité, mais si je dis c'était beaucoup plus ouvert un peu. Moi, l'un des moments qui m'a le plus marqué, c'est justement ce qu'il a dit un peu sur le football là. Qu'il est passionné par le foot, mais s'il n'avait pas cette passion pour le foot, il serait dégoûté un peu il est dégoûté un peu du milieu du foot. Et ça, c'est un peu triste un peu de se rendre compte un peu de comment ce milieu-là peut être et comment il peut être dur. Mais c'est généralement, pas seulement le football, hein, mais les milieux là où il y a beaucoup d'argent. Les milieux là où il y a beaucoup d'argent, c'est pas forcément des milieux où c'est bon, où c'est propre, où c'est intéressant. C'est des milieux pas propres. C'est des milieux pas propres. Les trucs, le football qui génère énormément d'argent en est au-dessus. Et sa position par rapport à ça, alors il dit même que ses fils, s'il a des fils, il n'aimerait pas qu'ils entrent dans le milieu là. Ça montre un peu comment ce milieu-là peut aider là, parce qu'on parle d'un des meilleurs joueurs du monde qui pratique un métier qui lui a apporté énormément. Et il dit, il n'aime pas ce métier-là. Bon, certains vont dire, oh, toi, tu aimes chialer, blablabla, et autres et tout. Tu gagnes tant, tu es champion du monde, tu es une superstar, tu chiales quoi, Oui, c'est vrai. Quand on a beaucoup d'argent, on ne doit plus pleurer. Quand on a beaucoup d'argent, nous sommes plus des êtres humains, nous sommes des dieux. Quand une abeille nous pique, on est
hermétique parce que l'argent nous met dans l'émotion. On n'est plus des humains, on est des dieux quand on a l'argent. C'est-à-dire que quand on a l'argent, on ne peut plus ressentir. On ne peut même plus avoir d'état d'âme. Tout quand on a l'argent. Non mais, à un moment donné, arrêtez. Donne-moi tes problèmes. Donne-moi ton argent, tu vas voir si je vais gérer tes problèmes là. Ouais, j'ai dit, les gars, faut qu'on arrête un peu de ne pas regarder les gens en tant qu'être humain. C'est ça aussi le problème. Quand je peux comprendre, il y a parfois des gens qui aiment chialer pour rien. Puis je suis le premier à le dire. Mais là, non, quelqu'un t'exprime un peu son état d'âme par rapport à un milieu. Et les milieux, je traîne avec des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, souvent. Et je regarde le souci et autres. Quand tu as beaucoup d'argent, quand tu as beaucoup de trucs, c'est beaucoup de responsabilités. Hein. Les gens viennent toujours te voir. Tu ne sais même pas si tes relations avec les gens sont vraies. Les gens restent seulement avec toi. Je connais un gars comme ça, je ne veux pas citer son nom. C'est un fils de quelqu'un qui est hyper aisé. Il m'a même souvent aidé beaucoup de choses, payer des choses un peu pour pouvoir faire un peu les activités que je suis en train de faire en ce moment. Et je la remercie énormément. Mais parfois, quand tu regardes son entourage n'est pas bon. Parce qu'on veut toujours un billet, on te regarde toujours comme un billet, on te regarde de ce truc. Et c'est cette parano-là qu'il explique un peu dans cette interview-là. La parano de ne même pas savoir la personne qui est devant moi, là, qu'est-ce qu'elle veut de moi, qu'est-ce qu'elle trouve de moi, ça rend parano en fait. Et je peux comprendre parce que je connais des gens qui vivent ça. Ici, même à Dakar, ils ont beaucoup de trucs et autres, toutes leurs relations, c'est biaisé. Ils n'arrivent même pas à te parler sans te dire que qu'est-ce que tu as besoin. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous pouvez pas parler. Je me rappelle un peu avec cette personne-là que je considère comme un ami même. Je essaie de lui parler normalement, tu vois, un peu. Souvent, des choses, comment tu vas, comment ça se passe dans ta famille, m'intéresser à lui. Tu vois, un peu papa me dit, ah, tu as besoin de quelque chose, mais tu vas toujours se sentir obligé pour se sentir important et pour que tu plus ou moins, je dis pas d'acheter ton amitié, mais plus ou moins un peu ça, un peu. Il va toujours mettre, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quelque chose? Je peux t'acheter ça, je peux t'acheter ça, je peux t'acheter ça. Alors que tu dis non, moi je voulais juste savoir comment tu vas. Tu vois un peu, parce que moi je m'en fous que tu sois le balayeur ou Bill Gates, quoi. Je te parlerai toujours comme un être humain. Je n'ai pas le temps de savoir tout, parce que ce que tu as dans le compte en banque ne définit pas totalement ce que tu es. Ça, c'est qu'une aspect de ta vie. Et c'est compliqué. Imaginez alors des mecs comme Kylian, et en plus tu ajoutes ça à la popularité, tu ajoutes ça à la renommée, tu ajoutes ça à des trucs, des membres familiaux, ça peut être les rapports avec certains membres familiaux peuvent être compliqués, des rapports avec tout l'entourage que tu dois, ça va être compliqué. C'est même pas seulement ce sportif là qui expliquait ça. Comment il s'appelait encore, celle qui avait vécu ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce tennisman très jeune là qui avait eu une longue période de dépression après il était revenu à l'âge de 25 à 26 ans pour revenir gagner des trucs. Les jeunes générations sûrement ne se rappellent pas d'elle. Jennifer Capriati, qui avait explosé un peu sur la scène à l'âge de 14 ans, 13 ans, tout en partant en demi-finale de l'US Open ou de Wimbledon, si je me souviens bien. Elle racontait ça aussi. Comment sa renommée avait été un peu au moment donné avec ses parents et qui se chamaillaient un peu pour les sous, pour les trucs. Après, elle est tombée dans la drogue, après les trucs, parce que l'attention des gens, le regard des gens change autour de toi. Nous voyons André Agassi l'a raconté même à un moment donné, comme le foot, le tennis, il a pratiqué le tennis à un moment donné, le tennis l'a dégoûté. Je vais citer encore même dans le monde du cinéma avec Macaulay Culkin et la guerre que ses parents ont fait. Il y a eu énormément ça. Ça, c'est des choses qui arrivent énormément quand tu es juste un peu curieux de regarder un peu les parcours des gens. J'ai l'impression que les gens ne se renseignent pas sur ça. Vous aimez seulement regarder de votre petite chaise et autres tout, vous regardez votre vie, vous dites, ah, si j'ai l'argent, là, ça va régler mes problèmes, je vais être content et autres tout. Non. Il y a pas d'empathie. Je peux avoir de l'empathie avec quelqu'un qui a un compte en banque rempli. Parce que ça n'enlève pas certaines situations. C'est vrai que c'est agréable d'avoir un compte en banque rempli et de ne pas se soucier du lendemain quand on a beaucoup d'argent. Oui, l'argent est excessivement important. Je suis le premier à le dire. C'est pour ça que je suis content même qu'il y a mes gars Patreon qui me payent chaque mois pour les contenus que je fais. J'adore recevoir les sous que je reçois là. Shout out à John aussi qui a énormément participé à Patreon. Je la remercie énormément d'ailleurs. Et tout.
Mais l'argent ne définit pas tout le temps ton sentiment. Il y a même, je regardais l'interview du boy là, Feu là. C'est un peu un personnage un peu, bon, pour les Caucasiens qui écoutent là, c'est un personnage un peu particulier. L'ancien manager de Weinstein là. Il même disait ça dans une interview que je regardais là, il disait, il n'y a que c'est depuis 2 ans seulement que je suis heureux. Vraiment. Que je recommence à vraiment apprécier ma vie. Alors il dit, mais quand tu étais dans la période, il dit, gars, c'était tellement fou. Le monde autour de moi changeait et autres et tout. Et c'est maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans que j'arrive à me dire, peut-être je suis vraiment heureux, quoi. Je suis apaisé, quoi. Vous ne savez pas ce que les gars là vivent? Les pressions. Vous avez vu ce que le boy là a vécu au PSG? Les pressions, inutiles, on ne coupe même le salaire. Vous avez vu tout ce qu'il a vécu au PSG avant de partir là-bas, Benacer? Les pressions sur la fille, soi-disant qu'il avait engrossé, je sais pas quoi là. Même tu as un produit marketing. Tu vois même pas comme un être humain. Et en plus, quand tu es sportif, tu dois pas te plaindre. Performe. Si tu ne performes pas, on te dit que tu es un tocard. Après, tu te dis, ah bon, je me sens dépressif. Bouf, tu te sens dépressif. Pourquoi? Tu gagnes plus de 20 millions par an. Tu dois fermer ta gueule les jours. Tu dois avoir aucun état d'âme. Il évoque même ça à un moment donné. Par rapport à ce, je connais même pas, puisque je ne suis plus je ne suis plus le Tour de France qui a super, ce gars-là, le vainqueur du Tour de France, qui l'a évoqué. Le moment où il a pu évoquer sa dépression, c'est quand il a gagné le Tour de France. Il ne pouvait pas le faire avant. Parce que s'il le faisait avant, on allait le tomber dessus. Il dit, c'est la même chose. Tu ne peux qu'évoquer ces genres de trucs que quand tu as gagné, quoi. Et tout. Et moi, je le comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Maintenant, il a eu sa part de casserole. Je n'aime pas son individualisme. Je n'aime pas la manière dont il compte ses stats. Je n'aime pas souvent comment il est très imitateur de CR7, un peu sur une mentalité individualiste du football qu'il a. Ça m'agace. Sur le personnage, je le revois. Je vois les choses qui m'agacent, mais globalement, j'ai beaucoup aimé cette interview, hein, parce qu'on ne parle qu'un d'un jeune homme de 26 ans, hein, 26 ans avec toute cette notoriété, tout ce truc et tout. Je ne sais même pas si vous aurez pu supporter ça à cet âge-là. Et regardez comment il arrive à réussir à gérer ça. Franchement, chapeau. Je trouve ce chapeau. Donc, Mbappé, cette interview-là de l'équipe, là, je vous conseille de le regarder. Elle était vraiment, vraiment intéressante. Elle était vraiment intéressante, elle était vraiment passionnante. C'est un personnage passionnant de l'histoire du sport français. C'est quelqu'un que on va entendre son nom pendant 20 ans et autres. Tout, il a représenté quelque chose, même si son histoire est plus ou moins écrite de manière individualiste et tout, puisque c'est toujours tourné autour de lui et tout. Mais pour moi, c'est le joueur français. Pour moi, c'est le plus grand joueur français de tous les temps, même sociologiquement, même plus que Zidane et Platini. Il y a pas eu ça. Et vous avez peut-être un gars qui pourra peut-être vous amener encore un deuxième mondial. Vous imaginez un peu le mec. À 26 ans, il est déjà le meilleur buteur, parmi les meilleurs buteurs du mondial et parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Ajoutez au fait encore qu'il est déjà le 2e meilleur buteur de l'équipe de France à 26 ans. À 26 ans, il est le 2e meilleur buteur de l'équipe de France. Il sera peut-être même le meilleur buteur. Bon, il sera bientôt le meilleur buteur de l'équipe de France déjà. N'oubliez aussi le meilleur buteur de l'histoire du PSG. En plus encore, sa première saison qui a commencé de manière chaotique au Real, il finit à plus de 50 buts. Alors que plus de 40 buts. Alors que la saison avait commencé de manière truc, il avait tout ce truc là, il a réussi à se remettre les pieds, la tête dans le guidon. À partir de janvier, il est revenu au top. Vous ne pouvez pas admirer quand même le mental d'un gamin de 26 ans comme ça. Moi, je suis admiratif de voir ça. À 26 ans, avoir un mental solide comme ça, avec tout ça. Et les gens qui sont là derrière le truc, comme je vois dans les commentaires, qui ouais, le melon et autres, tout. Si vous étiez à la position du boy là, vous n'aurez même pas, vous aurez des racailles depuis. Oui, je suis pas un fanatique de Mbappé, hein. Je suis quelqu'un qui apprécie le personnage comme tant d'autres et qui l'analyse de manière nuancée, hein. Mais je suis pas un fanatique et tout, hein.
Je suis pas un fanatique. Le truc, je le dis, dans l'histoire du football français, c'est plus Platini qui me parle que Mbappé, mais je suis fasciné par le mec. Je suis fasciné par ce PSG. Non, je suis pas sûr qu'en France, vous aurez un gars comme ça. Je suis pas sûr quand, c'est peut-être, et c'est ça le problème, peut-être il faut qu'il arrête sa carrière pour que vous compreniez un peu qui était. C'est un peu ce que Thierry Henry a vécu. C'est à la fin de sa carrière que les gens ont plus apprécié Henry. Peut-être, bon, c'était aussi de sa faute, il parlait pas trop aux médias à l'époque. Peut-être à la fin de sa carrière que vous allez mieux apprécier un peu le mec. Parce que là, pour le truc là, je vois souvent les commentaires, je dis, mais comment vous pouvez, le mec se livre comme jamais. Oh, il a le melon. Oh, il a le truc. Oh, il a le truc. Oui, il a le melon. Comme tout grand champion. Quel champion n'en a pas? Vous croyez que Zidane n'a pas le melon aussi? Non, mais sérieux. Franchement, ce pays-là, la mentalité française, parfois, là. Je trouve que le fait qu'on ait hérité des pays francophones africains qui ont hérité de cette mentalité-là, ça nous amène un peu derrière. Mais bref, c'était juste mon bavardage un peu sur cette interview-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus.